Au fil des années, une fissure presque imperceptible s'est lentement ouverte autour de la figure de Johnny jusqu'à devenir une véritable fracture, profonde et irréversible. Cette fracture a concerné ses amis les plus proches, et parmi eux, Pascal Obispo, l'un de ceux qui avait pourtant su gagner sa confiance, son estime et parfois même son intimité artistique. Le récit de Pascal, aujourd'hui libéré de toute retenue, dévoile un long processus d'éloignement, tissé d'incompréhension et d'ingérence, qui n'a jamais été directement initié par Johnny lui-même, mais par un entourage qui exerçait une influence de plus en plus pesante. Il n'y avait pas au début de grands éclats, juste des signes minuscules. Un appel manqué, puis un message resté sans réponse, un rendez-vous repoussé sans explication convaincante, des décisions prises sans même l'en informer. Pascal, habitué à une relation directe, franche, nourrie d'une admiration réciproque, ne reconnaissait plus le lien qui les unissait autrefois. Ce qu'il avait toujours perçu comme un espace libre, une zone de création où rien n'entravait leur sincérité, devenait soudain un terrain miné, surveillé, contrôlé. Peu à peu, les contours de cette fracture se dessinaient. Autour de Johnny, un cercle se refermait. Sélectif, opaque, déterminé à filtrer les présences jugées trop indépendantes, Pascal, qui n'avait jamais cherché à flatter, qui n'avait jamais accepté de se plier au cirque des courtisans, devenait, sans que personne ne lui dise, indésirable. Ce glissement, insidieux et douloureux, prépare la suite, l'effacement pur et simple. Ce n'était plus seulement un éloignement, mais une véritable stratégie d'exclusion. Pascal se rendait compte que l'accès à Johnny n'était plus libre, mais négocié, surveillé, comme si quelque chose devait rester caché. Et lui, qui avait partagé des moments de vérité brute avec le rocker, percevait instinctivement qu'un changement profond avait été imposé presque contre nature. Dans les derniers temps, une constatation évidente s'imposait. La fracture n'était pas la conséquence d'une tension entre deux amis, mais la résultante d'un dispositif orchestré autour de Johnny. Ce dispositif avait un objectif clair, choisir ce que Johnny devait entendre, qui il devait voir, et quelle relation était jugée compatible avec l'image que certains voulaient bâtir autour de lui. C'est dans cet étau que la relation entre Pascal et Johnny a commencé à se défaire lentement, presque silencieusement, jusqu'à cette rupture tacite imposée, ancrée dans des logiques qui échappaient totalement à leur histoire personnelle. Lorsque Johnny Hallyday cherche, à la fin des années 90, un souffle nouveau, un élan capable de transfigurer sa musique, c'est vers Pascal Obispo qu'il se tourne. Ce choix n'a rien d'un hasard. Pascal n'était pas seulement un compositeur à succès. Il était un créateur habité par une exigence rare, un sens du rythme et de la mélodie qui pouvait redéfinir l'identité sonore d'un artiste. Lorsqu'il reçoit l'appel de Johnny, l'invitation n'est pas banale. Il ne s'agit pas d'écrire un titre, ni même un simple single, mais de concevoir un album entier, un univers cohérent qui porterait la voix du rocker vers un autre horizon. C'est ainsi qu'en 1998 naît Ce que je sais, un projet dont la force dépasse de loin les attentes initiales. Au cœur de cet album se trouve un morceau qui deviendra un pilier du répertoire de Johnny, Allumer le feu. Composé par Pascal aux côtés de Pierre Giaconelli, avec des paroles signées Zazie, le titre n'est pas seulement un succès. Il est une déflagration culturelle. Dès sa sortie, il s'impose comme un hymne national, repris dans chaque stade, chaque tournée, dans les célébrations, les fêtes et jusque dans les hommages posthumes. La chanson survit à son époque, gravée dans la mémoire collective comme l'incarnation même de l'énergie de Johnny. Pour Pascal, ce triomphe n'est qu'une partie de l'aventure. Ce qu'il vit en studio, ce qu'il découvre de l'homme derrière la légende, dépasse largement la simple collaboration professionnelle. Car entre eux se construit une relation faite de pudeur, de respect profond et d'une confiance presque instinctive. Johnny, habitué aux flatteries et aux faux-semblants, trouve en Pascal quelqu'un qui n'a pas peur de lui dire non, quelqu'un qui ose donner un avis, contredire, proposer, affûter. C'est précisément ce qu'il recherche. Une collaboration qui ne soit pas une soumission. Johnny n'aimait pas qu'on l'idolâtre. Il détestait qu'on l'entoure d'une dévotion figée. Avec Pascal, il trouvait un miroir exigeant, un partenaire capable de le pousser plus loin, de lui rappeler qu'il restait un artiste complet, qui devait se battre pour chaque note, chaque nuance. Cette complicité se renforçait dans des moments d'une rare intensité émotionnelle. Johnny aimait travailler avec lui à l'écart de ce qu'il appelait la smala,
ce cercle permanent de conseillers, d'amis de passage, de proches parfois trop présents. Avec Pascal, il se sentait libre, dépouillé des obligations sociales, débarrassé des filtres qui altéraient son naturel. Il pouvait alors parler sans détour, se confier, évoquer ses doutes, ses blessures, ses peurs les plus secrètes. C'est dans ces instants que Johnny prononce une phrase qui marquera Pascal à vie. « Dans la vie, on est toujours seul ». Ces mots, venant d'un homme constamment entouré, révèlent l'abîme intime dans lequel Johnny oscillait. Ce n'était pas une plainte, mais une lucidité. Et Pascal, qui comprenait cette solitude mieux que quiconque, devenait alors pour Johnny un refuge, un espace où la vérité pouvait respirer. L'alchimie artistique entre eux n'était donc pas le résultat d'une simple complémentarité musicale, elle était le fruit d'une rencontre humaine, d'un besoin réciproque d'authenticité dans un monde qui en manquait cruellement. L'un des moments les plus marquants de la collaboration entre Pascal Obispo et Johnny Hallyday survient lors d'une session d'enregistrement qui, selon les mots mêmes de Pascal, aurait pu tout faire basculer. Cette scène, qui pourrait presque sembler anodine pour un observateur extérieur, cristallise pourtant l'essence de leur relation, une alliance faite de respect, d'honnêteté brute et d'un courage rare face à une légende. Ce jour-là, l'ambiance en studio est lourde, tendue, comme si quelque chose flottait entre les murs. Johnny chante, mais pas avec cette intensité viscérale qui le caractérise. Sa voix semble retenue, presque mécanique, loin de l'incandescence habituelle. Pascal perçoit immédiatement ce décalage. Il connaît trop bien le rocker pour s'y tromper. Johnny ne donne pas tout. C'est volontaire, presque un test. Depuis toujours, Johnny aimait éprouver ceux qui l'entouraient. Il observait, jaugeait, provoquait même parfois pour vérifier la solidité de ceux qui prétendaient travailler à ses côtés. Beaucoup cédaient, rassurés à l'idée de ne pas contrarier la star. Mais Pascal n'était pas de ceux-là. La complaisance lui était étrangère. Et l'authenticité de l'artiste qu'il avait en face de lui méritait mieux qu'une performance tiède. Plutôt que de laisser les choses suivre leur cours, Pascal quitte alors la cabine, prend son téléphone et appelle son agent. Il lui explique qu'il a peu être commis une erreur en acceptant l'album. C'est une réaction impulsive mais sincère. Pour lui, produire un album médiocre serait une trahison non seulement de son propre travail, mais aussi de Johnny. Après cet appel, il redescend et trouve Johnny assis, mangeant une banane, un sourire au coin des lèvres, se balançant sur sa chaise comme un enfant qui guette l'orage. Cette image presque insolente déclenche chez Pascal une colère froide. Il demande à toute l'équipe de sortir. Face à lui, il ne reste plus que Johnny. Alors, avec une audace que peu auraient eue, il lâche « Maintenant, tu vois, ton album, tu vas le faire tout seul. Parce que si tu ne me donnes pas Johnny Hallyday, moi, je me casse. » Le silence est total. On ne parle pas ainsi à Johnny. Jamais. Et pourtant, c'est précisément ce qu'attendait le rocker. Non pas une soumission, mais une vérité sans maquillage. Pascal venait de passer l'épreuve que tant d'autres avaient échoué. À partir de ce moment, tout change. Johnny cesse de jouer. Il se remet au travail avec une intensité fulgurante, retrouvant ce feu intérieur que Pascal savait capable de transfigurer une chanson. L'enregistrement reprend, transformé. Cette confrontation brutale devient une fondation solide, un pacte de respect mutuel. C'est également au cours de cette même session que Johnny, devant sa pseudo-compagne et son producteur, répète sa phrase poignante. « Dans la vie, on est toujours seul ». Comme si Pascal, à cet instant précis, était le seul avec qui il acceptait de dévoiler sa fragilité. Cette scène du studio reste l'une des preuves les plus éclatantes de la loyauté indéfectible qui liait les deux hommes. Pascal n'était pas un simple collaborateur. Il était un partenaire qui exigeait le meilleur parce qu'il savait ce que Johnny portait en lui. Cette exigence allait pourtant devenir, quelques années plus tard, ce qui le placerait dans la ligne de mire de l'entourage du rocker. L'éloignement progressif de Pascal Obispo ne ressemble ni à une dispute, ni à une rupture franche. Il s'agit plutôt d'un effacement méthodique, lent, presque chirurgical, imaginé et appliqué par l'entourage le plus proche de Johnny. Pendant longtemps, Pascal tente d'en comprendre la logique, persuadé qu'il a peut être commis une maladresse, ou que Johnny souhaite prendre du recul, mais il réalise rapidement que la vérité est ailleurs. Johnny n'a rien dit, rien reproché, rien demandé. Ce sont les autres qui ont décidé pour lui.
Et c'est précisément ce qui rend cette mise à l'écart encore plus douloureuse. D'abord, ce sont les appels qui ne passent plus, puis les messages auxquels personne ne répond, ou alors avec une tonalité étrange décalée, comme si la voix de Johnny avait été remplacée par une réplique maladroite. Pascal avoue plus tard qu'il n'était même plus certain que ce soit Johnny qui lui écrivait. Cette impression, profondément troublante, crée en lui un malaise durable. Un artiste aussi entier que Johnny n'aurait jamais adopté cette distance sans raison. Et lorsque Pascal tente d'obtenir des nouvelles plus personnelles, de savoir comment se porte son ami alors que la maladie progresse, il perçoit que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, filtre tout, verrouille chaque accès, contrôle chaque interaction. Ce contrôle ne vise pas seulement à l'éloigner lui. Il s'inscrit dans une stratégie plus vaste, un resserrement autour de Johnny qui isole progressivement le chanteur de ses amis de toujours, de ses collaborateurs loyaux, de ceux qui ne jouaient pas le jeu de la flatterie. La méthode est subtile mais implacable. On explique que Johnny est fatigué, qu'il a besoin de repos, que c'est pas le bon moment. On promet de transmettre les messages, puis on ne transmet rien. On prétexte des agendas impossibles, des impératifs médicaux, des contraintes familiales. Et pendant ce temps, l'entourage resserre son emprise, invisible mais totale. À cela s'ajoute un autre élément, encore plus dérangeant. L'effacement de Pascal, non seulement de la vie personnelle de Johnny, mais aussi de son histoire artistique. Il découvre qu'il apparaît quasiment plus dans les livres, les documentaires, les récits officiels consacrés aux rockers. Comme si son rôle dans l'une des périodes les plus créatives de Johnny avait été rayé d'un trait de plume. On m'a effacé de son vivant, dira-t-il plus tard, et cette phrase résonne comme un constat déchirant. C'est pas seulement l'amitié qui est attaquée, mais l'héritage, la mémoire même de ce qu'ils ont construit ensemble. L'exclusion devient totale lorsque la maladie de Johnny s'aggrave en 2017. Pascal, bouleversé, tente de joindre son ami, mais l'accès lui est refusé, directement ou indirectement. Il se retrouve à l'extérieur d'un cercle qui se referme de plus en plus, comme s'il fallait empêcher toute voix susceptible d'éveiller chez Johnny des souvenirs, des liens, un passé qui aurait pu remettre en cause certaines influences nouvelles. Cette période marque pour Pascal l'un des plus grands chocs émotionnels de sa vie. Comprendre qu'un homme aussi puissant, aussi indépendant, pouvait être à ce point confisqué par ceux qui l'entouraient. Cette mise à l'écart n'était pas accidentelle, elle avait une logique, et c'est précisément cette logique qui va éclairer ce qui se joue lors des repas de famille, des tensions latentes autour de l'héritage, et des manipulations qui mèneront à l'explosion finale. Lorsque Pascal Obispo évoque les repas auxquels il a assisté chez Johnny, il ne parle jamais de moments chaleureux ou familiaux, il décrit plutôt une atmosphère épaisse, pesante, traversée de remarques, qui, sous couvert d'humour ou de légitimité, portaient en elle les germes d'un futur affrontement. Ces dîners étaient loin de l'image d'un foyer uni autour du rocker. Ils ressemblaient davantage à des scènes où les lignes de fracture familiale étaient savamment entretenues, comme si l'on préparait doucement mais méthodiquement les conditions d'un conflit inévitable. Pascal, qui n'est pas homme à commenter ce qu'il ne comprend pas, observe néanmoins avec un malaise grandissant des paroles blessantes adressées à David et Laura. Des phrases lancées comme des évidences, mais qui trahissaient une vision profondément injuste. David n'aura pas besoin de l'argent de son père, il a fait un beau mariage, ou encore Laura est actrice, elle se débrouillera très bien toute seule. Ces insinuations, prononcées devant tout le monde, n'avaient rien d'anodin. Elles participaient d'une stratégie insidieuse qui visait à normaliser l'idée que les enfants aînés de Johnny n'avaient aucune légitimité dans son héritage. Comme si l'on voulait préparer le terrain psychologique d'un futur testament où il ne figurait plus. La violence de ces propos frappe Pascal. Il se rappelle le visage de Laura, figé, celui de David, impassible mais meurtri. Lui-même, témoin extérieur, ressentait une gêne profonde, presque une honte à voir de telles choses se produire sous le toit de son ami. Ce qu'il perçoit dans ces instants n'est pas une simple maladresse familiale, mais un mécanisme, celui de l'isolement symbolique. On réduit progressivement la place des enfants, on leur retire la légitimité affective, puis la légitimité morale, pour mieux leur retirer plus tard la légitimité patrimoniale. À mesure que la maladie de Johnny progresse, ce mécanisme devient plus visible, presque palpable.
Johnny, d'une gentillesse si grande qu'elle en devenait parfois une faiblesse, évitait les conflits. Il voulait la paix lorsqu'il rentrait chez lui, aspirait au calme, à une forme de silence domestique. Cette volonté de ne pas affronter les tensions permettait à certains de s'installer, de prendre de l'importance, d'influencer doucement les décisions, les perceptions et finalement l'histoire. Pascal comprend alors que l'homme qui brandissait la liberté comme un étendard pouvait paradoxalement devenir vulnérable chez lui, précisément parce qu'il cherchait à préserver la tranquillité. Cette vulnérabilité va créer un terrain idéal pour la suite. La signature d'un testament américain qui exclut totalement David et Laura, mais ce document, explosif pour la France entière, n'est pour Pascal que l'issue logique d'un processus long, préparé, alimenté par des années d'insinuation, de tensions familiales, de mise à distance. Rien n'était improvisé. Ce que la France a découvert en 2017, Pascal, lui, l'avait pressenti bien avant, dans les regards, dans les phrases empoisonnées et dans ce climat d'hostilité feutrée qui s'installait autour de la table. Le conflit qui éclatera après la mort de Johnny n'est pas une surprise. Il est l'aboutissement naturel de ces années où l'on a façonné l'idée que ces enfants n'avaient plus réellement leur place. Et ce que Pascal révèle aujourd'hui éclaire d'une lumière crue la mécanique qui s'était mise en marche, sous les yeux de ceux qui, comme lui, n'ont jamais oublié ce qu'ils ont entendu. En 2025, Pascal Obispo franchit une ligne que beaucoup pensaient qu'il ne traverserait jamais. À 60 ans, l'âge où l'on choisit habituellement la paix plutôt que le tumulte, il décide au contraire de faire éclater ce qu'il gardait depuis trop longtemps enseveli sous un silence forcé. L'interview qu'il accorde en juin fait l'effet d'un séisme dans le paysage médiatique français. Il qualifie Laetitia de pseudo-compagne de Johnny. Ce mot, lourd, assumé, tranchant comme une lame, n'est pas lancé à la légère. C'est une prise de position claire, définitive, presque irrévocable. Pascal ne dénonce pas seulement une présence. Il remet en question une légitimité, une influence, un rôle déterminant dans les dernières années de Johnny. Ce terme, pseudo-compagne, contient tout ce qu'il n'avait jamais osé dire publiquement, l'idée que Johnny n'était plus libre, qu'il était entouré d'un cercle qui avait filtré ses proches, contrôlé ses décisions, façonné un récit compatible avec certains intérêts. Pascal assume cette attaque non par vengeance personnelle, mais parce qu'il considère qu'il n'a plus le droit moral de se taire. Son devoir envers Johnny, envers leur amitié, envers cette vérité qu'il croit oublier, devient plus important que sa tranquillité. Dans la même période, il publie Appelle-moi Johnny, un titre hommage, dont le clip contient un message symbolique d'une puissance évidente. Laura Smet y apparaît, seule. Ni Laetitia, ni Joy, ni Jade. Juste Laura, comme pour montrer que l'héritage moral de Johnny passe avant tout par ses enfants aînés, ceux qu'il avait exclusivement choisis dans les moments les plus vraisemblables de sa vie. Ce choix artistique affirme silencieusement ce que Pascal dit à haute voix. Il s'aligne avec David et Laura, sans ambiguïté, sans nuance diplomatique. Laura, d'ailleurs, ne tarde pas à répondre. Elle déclare publiquement que Pascal fait partie de la famille. Dans un clan fracturé, une telle phrase vaut bien plus qu'un simple compliment. C'est un acte symbolique fort. Pascal est reconnu comme l'un des leurs, l'un de ceux qui ont refusé la réécriture de l'histoire. De son côté, Pascal explique simplement « On est obligé de choisir son camp ». Pour lui, le camp de l'évidence est celui des enfants trahis, pas celui des artifices. Dans ce combat, il n'est pas seul. Eddie Mitchell, ami de toujours de Johnny, prend lui aussi fait et cause pour David et Laura. Les anciens compagnons du rocker, ceux qui ont partagé ses excès, ses doutes, ses fulgurances, semblent tous aller dans la même direction, celle d'une vérité longtemps étouffée. Leur cohésion renforce la légitimité de ce que Pascal affirme. Ce qui choque le plus Pascal n'est pas seulement le testament américain, ni le déshéritage brutal des aînés, mais la façon dont tout cela a été présenté au public, une veuve courageuse d'un côté, 2 enfants avides de l'autre. Cette version, Pascal la rejette fermement. Pour lui, la véritable histoire est celle d'un homme affaibli, manipulé, isolé jusqu'à signer un document qu'il n'aurait jamais signé dans un état de pleine lucidité. Cette conviction, Pascal la porte désormais comme un étendard. En s'exposant ainsi, il sait qu'il se met en danger, critique, attaque, polémique. Mais peu importe, sa loyauté envers Johnny vaut davantage que les conséquences. Il n'a plus peur. Il n'a plus besoin de ménager personne.
Il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il croit être la vérité, et il le dit haut et fort. Pour Pascal, l'héritage de Johnny n'appartient pas à ceux qui contrôlent son image. Il appartient à ceux qui l'ont réellement aimé.